Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Vanacker. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre Ah, invitation. Alors, vous êtes, je le rappelle, ancien élève de l'ENA, ça c'était pour hier jadis, membre de différents jurys culinaires, et puis vous avez aussi écrit également avec Christine Vanacker un ouvrage qui s'appelle Les passions gastronomiques. Et si vous êtes aujourd'hui invité dans les clés de l'agriculture, c'est parce que également vous avez publié il y a très peu de temps dans Le Figaro une tribune dont le titre, en fait, est assez explicite. Je le lis. La crise sanitaire doit être l'occasion de reconstruire notre souveraineté alimentaire. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Nous avons choisi ce titre parce que nous pensons que on a une difficulté depuis très longtemps. Les Français ressentent les problèmes, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels du secteur. Et nous avons constaté que les Français ont exprimé des attentes à l'occasion de cette crise. Certains ont modifié leurs habitudes. Et donc, de ce fait-là, normalement, une crise doit aboutir à une évolution. Vous savez, on le dit souvent, mais le, les idéogrammes chinois qui permettent de décrire le mot crise, c'est un idéogramme qui dit danger et un deuxième idéogramme qui dit opportunité. Et les deux idéogrammes forment le mot crise. Et donc, si vous voulez, il y a une opportunité. Euh, il fallait trouver, je vais être un peu cynique, mais un prétexte en quelque sorte pour faire avancer les choses. Quand je dis prétexte, c'est pas prétexte pour écrire une tribune, c'est prétexte pour engager un débat collectif. Je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, vous avez énormément de professionnels et de particuliers qui ont quelque chose à dire et je pense qu'il faut les écouter. Quand vous dites il faut reconstruire notre souveraineté alimentaire, si on le prend au pied de la lettre, ça veut dire quoi? Il faut être en capacité de produire le maximum de choses que nous consommons au niveau, en tout cas, agroalimentaire, agricole, pour ce qui nous concerne. Oui, alors nous employons le terme souveraineté que l'on pourrait prendre avec un synonyme qui serait autonomie, si vous voulez. Donc, c'est pas un grand débat sur la souveraineté nationale. C'est simplement une question, effectivement, d'autonomie parce que c'est un critère de la souveraineté. Euh, on a fait des choix qui consistent à dépendre de l'étranger pour une grande partie. Nous pensons qu'il n'est pas normal, il n'est pas dans l'état naturel des choses, il n'est pas dans le fil de l'histoire de France que plus de la moitié des fruits et légumes sont importés, par exemple. Est-ce que, à la base de ce constat, ça ne souligne pas tout simplement aussi, malheureusement, une problématique assez simple pour produire des fruits et des légumes, puisque vous en parlez en France, c'est malheureusement beaucoup plus cher qu'à l'étranger. Oui, c'est plus cher qu'à l'étranger parce que, comme chacun sait, les fruits et légumes, c'est surtout de la main-d'œuvre. Euh, on connaît le système français de protection sociale avec les charges sociales qui y sont attachées, et de ce fait-là, on a des surcoûts. Mais il se trouve qu'on importe des produits de l'Union, enfin des pays de l'Union européenne d'une part, et des pays tiers d'autre part. Pour ce qui est des importations en provenance de l'Union européenne, on peut considérer que les normes techniques sont similaires à celles de la France. Mais pour ce qui est des pays tiers, personne ne peut vous garantir que les normes sont les mêmes. Et donc là, il y a ce que l'on pourrait considérer, sans polémiquer, mais en tout cas une concurrence déloyale en quelque sorte. Parce que nous imposons, les autorités publiques imposent, ce qui est normal d'ailleurs, des contraintes techniques au nom de normes européennes à nos producteurs, nos agriculteurs, mais ces normes, on ne les impose pas intégralement en tout cas, on ne les impose pas à des producteurs qui nous envoient leurs produits de tous les coins du monde. Il y a une très forte Maintenant, inégalité, voilà, effectivement, on le sait, oui, c'est pour ça que dans votre tribune, vous dites d'ailleurs, adoptons une stratégie nationale alimentaire pour bâtir une chaîne agroalimentaire complète et cohérente. En fait, il faut quoi? Il faudrait arriver à serrer un petit peu
le libre-échange pour que moins de produits de l'étranger au niveau alimentaire, par exemple, viennent trop facilement concurrencer finalement ce que font nos producteurs français, pour parler d'eux? Alors, quand vous dites serrer le libre-échange, je dirais établir un libre-échange qui soit dans la transparence et dans la loyauté. Dit autrement, le libre-échange, oui, mais la concurrence loyale. Et c'est ça que le libre-échange devrait nous amener. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, du coup, on crée des injustices finalement vis-à-vis de nos producteurs. Alors, dans votre tribune du Figaro, toujours, vous louez la gastronomie française en disant justement, quelque part, on perd peut-être cette gastronomie qui est un peu une spécificité, peut-être, en tout cas dans notre pays. J'ai été revoir la définition dans le Larousse de la gastronomie. Euh, Comment dirais-je? Ce sont les connaissances de tout ce qui a rapport à la cuisine, à l'ordonnancement des repas, à l'art de déguster et d'apprécier les mets. Évidemment, la définition est délicieuse et définit parfaitement ce qu'est la gastronomie. Au quotidien, on ne fait pas forcément de gastronomie, mais peut-être ce que vous voulez dire, c'est que au quotidien, on doit quand même toujours faire attention à ce que l'on mange et apporter aussi de l'importance au repas. Ce n'est pas simplement manger. Oui, tout à fait, parce que dans la gastronomie, il y a le plaisir de manger des choses qui sont censées être délicieuses, mais il y a surtout le plaisir de se retrouver euh, à plusieurs, que ce soit avec des collègues ou avec des membres de la famille. Et il me semble que ce plaisir doit être relié à la production. Ça peut pas être deux choses tout à fait séparées. C'est la raison pour laquelle il faut une approche globale et je dirais même de toutes les professions concernées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au regard de ce qui s'est passé pendant cette longue période de confinement, le regard des citoyens, je n'ai pas envie de dire des consommateurs parce que le mot n'est pas très joli, mais des citoyens vis-à-vis des producteurs, des éleveurs, de ceux qui font le lait, qui font la viande, qui font les fruits et les légumes en France, est-ce que ce regard a réellement un petit peu évolué? Il a un petit peu évolué, c'est vrai, dans le sens où les gens sont désireux de manger des produits qui viennent de France ou des pays voisins, mais bon, de préférence de France, sachant qu'il y a quelques absurdités, je pense, à vouloir faire parcourir le tiers ou le quart ou la moitié de la surface terrestre à des produits, même biologiques, parce qu'on est déficitaire dans ce domaine. Parce que quand on fait un éco-bilan de ces importations, quand ce sont des milliers de camions qui viennent d'Ukraine ou des avions qui viennent d'Amérique du Sud, on a un éco-bilan qui n'est pas très favorable. Maintenant, il est vrai que les Français sont un petit peu déroutés par le manque de transparence. Des statistiques ont fait apparaître que les trois quarts environ des Français qui achètent des aliments ne parviennent pas à savoir clairement et rapidement d'où viennent ces aliments. Je parle de grande surface, hein, principalement. Hein. Pour des petits Et commerces, globalement, il y a dans le plan de relance qu'a présenté le ministre de l'Agriculture, il y a aussi tout un axe, je crois, pour favoriser aussi l'étiquetage, en tout cas, du moins peut-être oui, améliorer ça. Toujours dans votre tribune, vous dites l'un des débouchés de l'agriculture, c'est bien sûr les restaurants. Alors les restaurants dans lesquels on va pour le loisir, les restaurants d'entreprise aussi. Et vous avez une idée peut-être surprenante à propos des restaurants qui, là, pour le coup, ne vont pas bien. Hein, effectivement, ils ont été fermés longtemps, ils réouvrent sur la pointe des autorisations ministérielles. Et vous dites, l'État pourrait envisager le rachat de la dette de ceux de ces restaurants qui ont subi la catastrophe sanitaire de 2020 et qui seraient prêts à prendre des engagements progressifs d'alimentation saine. Euh, En fait, il y aurait une sorte de deal à proposer oui, aux restaurants qui jouent le jeu de produits plus sains, plus français, qui ont fait moins de kilomètres, c'est ça? oui, tout à fait, parce que quand nous proposons que l'État rachète une partie de la dette des restaurants qui, pour les raisons que malheureusement tout le monde connaît bien, la disparition des clients, ça crée de l'endettement.
C'est de l'argent public. Et à partir du moment où on reçoit de l'argent public, même s'il est susceptible d'être remboursé sur plusieurs années quand la, la situation s'améliore, il n'empêche que il faut que l'État y trouve son compte en quelque sorte et donc diminue certaines dépenses. Et c'est l'idée de rechercher un certain équilibre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'a jamais calculé le retour sur investissement d'une alimentation saine. Le fameux ROI des investisseurs. Euh, Juste un exemple, on dépense 1 million d'euros par jour en France pour purifier l'eau parce que il y a un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont pas désirables dans l'eau de consommation. Bon, c'est un exemple, pardon, mais il faudrait calculer tout ce que nous coûte un certain nombre de maladies qui sont produites par une alimentation qui n'est pas saine. Vous soulignez, vous terminez votre tribune aussi en disant qu'il faudrait calculer ce que coûte à la collectivité une agriculture en crise avec les drames humains qu'elle génère et ce que, à contrario, rapporterait effectivement au pays une agriculture aidée, dynamique, positive. Oui, parce qu'imaginez-vous qu'on fasse venir quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'Europe et qu'on lui dise, voilà, vous êtes maintenant en France, on a une des meilleures agricultures du monde, universellement reconnue, et malgré tout, on a une proportion de Français qui ne parviennent pas à se nourrir correctement. Malgré tout, on a des professionnels de l'agriculture qui sont en crise parce qu'ils sont dans des situations d'endettement extrêmement fortes. On ne peut pas, je pense, oublier que tous les 2 jours en France, il y a un agriculteur qui met fin à ses jours parce qu'il est désespéré face à un surendettement qu'il n'arrive pas à surmonter. Et quand vous vous levez le matin, que vous regardez le ciel et que vous dites bah, la météo va pas favoriser ma production, je ne sais pas comment je vais rembourser mes dettes, surtout si ça perdure en quelque sorte, c'est désespérant. Et la collectivité nationale ne peut pas se désintéresser de cette situation vraiment désespérée. Nous avons un devoir moral vis-à-vis des agriculteurs. Voilà. Est-ce que vous avez, pour essayer de conclure de manière positive quand même, l'a priori selon lequel aujourd'hui peut-être que les politiques ont un peu pris en compte ça, se ouvrent les yeux peut-être un peu plus. Je ne dis pas que tout va être réglé. On n'a pas ce sentiment-là? Oui, on a ce sentiment-là. Maintenant, reste à savoir comment va se dérouler le dialogue. Moi, ce que je constate, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui dialoguent avec le gouvernement. On a des restaurateurs qui dialoguent avec le gouvernement. On a des distributeurs qui dialoguent avec les représentants de l'État. On a des transformateurs, on a des formateurs et on a des créateurs de start-up dans le domaine de la food tech, comme on dit aujourd'hui. Bon. Chacun mène son dialogue en fonction de ses intérêts. C'est normal, chacun a ses propres intérêts. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est que toutes ces personnes, tous ces professionnels que je viens de citer, ont des intérêts communs, et vous les avez fort bien résumés d'ailleurs, et je pense que s'ils pouvaient se grouper, trouver une manière d'aller ensemble face aux représentants de l'État, ils pèseraient beaucoup plus lourd. Parce que quand vous additionnez tous ces professionnels que je viens de citer, vous êtes à environ 1 million de personnes. Si vous tenez compte du conjoint et des enfants majeurs qui sont susceptibles d'aller voter régulièrement, vous êtes largement à 2 millions de personnes. Et je pense qu'à 2 millions de personnes, en France, on doit pouvoir se faire entendre. Unir les forces pour y parvenir, Patrice. Je Exactement. rappelle Exact. vous êtes aussi donc avec Christine Valincker, auteure de Passion gastronomique chez Balance, c'est sorti en 2018. Je crois que vous sortez un livre prochainement. Lequel est-il? Le titre et l'éditeur, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, au mois d'octobre 2020, donc dans un mois environ, va sortir chez l'éditeur Ballant un livre qui s'appelle Menaces sur la gastronomie française et qui analyse tous les ressorts d'une crise potentielle et qui amène des solutions, une variété de solutions pour faire face à des difficultés qui nous semblent inéluctables, qu'elles soient de nature sociologique, économique, technique, internationale ou autre. C'est donc un livre d'analyse, mais qui apporte un Des regard solutions, optimiste.
et des solutions, Ben, des propositions de solutions. je vous propose, quand il sortira, vous me l'envoyez, je le Bien lis et on volontiers. vous réinvite à l'agriculture pour justement évoquer les problèmes et surtout, comme vous le dites, hein, les solutions. Merci à vous et bonne journée. Merci infiniment.